Alors, une question qui peut paraître simple. Pourquoi est-ce qu'un objet qui tombe n'accélère pas à l'infini? Logiquement, on pourrait se dire que la gravité tire dessus encore et encore, donc sa vitesse devrait augmenter sans jamais s'arrêter, non? Et pourtant, ce n'est pas du tout ce qui se passe dans la réalité. On va voir ensemble la physique assez fascinante en fait, qui impose une sorte de vitesse maximale à tout ce qui chute. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est un vrai paradoxe. D'un côté, on a la gravité, une force constante qui, en théorie, devrait faire accélérer les objets sans fin. Mais de l'autre, on a l'expérience de tous les jours. Un parachutiste, par exemple, on sait très bien qu'il ne va pas finir par traverser le ciel à la vitesse du son. Alors, qu'est-ce qui se passe? Quelle est cette force mystérieuse qui vient freiner tout ça? Eh bien, la réponse, elle est là, sous nos yeux. Tout se résume à une sorte de bataille de forces invisibles. Comme le montre ce schéma, une chute, ce n'est pas juste une seule force qui tire vers le bas. Non, non, c'est une véritable confrontation, un bras de fer. Et comme dans toute bataille, il y a plusieurs combattants en lice. Alors, qui sont-ils, ces combattants? Qui s'affrontent dans cette arène? En gros, quand un objet tombe dans l'air, il y a trois forces principales qui entrent en jeu. Bon, le premier, c'est le plus évident, celui que tout le monde connaît, c'est le poids. On le note P. C'est tout simplement la force de la gravité qui attire l'objet vers le centre de la Terre. C'est lui le moteur de la chute, une force constante, toujours là, qui tire vers le bas. Ensuite, deuxième force, un peu plus subtile, la poussée d'Archimède, ou Fa. C'est simple à imaginer. Quand l'objet tombe, il doit se faire une place, il doit pousser l'air. Et l'air, il résiste un peu. Il pousse dans l'autre sens, vers le haut. Alors c'est vrai, pour un objet bien dense, cette force est assez faible, mais elle existe, elle est constante et elle s'oppose à la gravité. Et maintenant, voici le personnage principal, celui qui va changer toute l'histoire, le frottement fluide, noté F. Lui, il est spécial. Contrairement au poids et à la poussée d'Archimède, qui sont constants, lui, il change tout le temps. Au tout début de la chute, quand la vitesse est nulle, il est inexistant, zéro. Mais plus l'objet va vite, plus cette force de frottement devient puissante. C'est ça la clé. C'est une force de freinage qui s'adapte à la vitesse. Ok, maintenant qu'on a nos trois combattants sur le ring, voyons comment leur affrontement mène à une vitesse maximale, une vitesse limite. Ce graphique, il raconte toute l'histoire de la chute. On y voit très clairement deux parties, deux phases bien distinctes. D'abord, on a ce qu'on appelle le régime transitoire, là où la courbe monte en flèche et la vitesse augmente. Et puis hop, on passe à la deuxième phase, le régime permanent. Là, la courbe s'aplatit complètement. La vitesse ne bouge plus, elle se stabilise. Alors, décomposons un peu. Au début, dans le régime transitoire, on lâche l'objet. Le poids est beaucoup plus fort que les autres forces, donc ça accélère. Logique. Mais plus ça va vite, plus la force de frottement augmente. Et ce frottement, il vient grignoter l'accélération. Puis, on arrive au régime permanent. À ce moment-là, la vitesse est devenue si élevée que la force de frottement vers le haut est devenue aussi forte que le poids qui tire vers le bas. Les forces s'équilibrent. L'accélération tombe à zéro, la bataille est un match nul. Voilà le moment crucial. C'est cet instant d'équilibre parfait. Le moment où les forces qui poussent vers le haut, c'est-à-dire le frottement plus la petite poussée d'Archimède, deviennent exactement égales à la force qui tire vers le bas, le poids. À ce moment-là, la force totale, la force nette, devient nulle. Et là, la physique est très claire. Si la force nette est nulle, alors l'accélération est nulle. L'objet n'accélère plus. Mais attention, ça ne veut pas dire qu'il s'arrête en plein ciel. Ça veut dire qu'il continue de tomber, mais sa vitesse ne change plus. Elle est devenue constante.
Et c'est cette vitesse de croisière qu'on appelle la vitesse limite. Bon, maintenant qu'on a bien compris le pourquoi, c'est encore plus intéressant de voir le comment. Comment les physiciens font-ils pour prédire, chiffre par chiffre, le déroulement d'une chute? Pour ça, on utilise une technique qui s'appelle la méthode d'Euler. Et l'idée, en fait, elle est toute simple mais incroyablement puissante. On découpe la chute en tout petits instants, des fractions de secondes. Et pour chaque petit instant, on fait une boucle. On calcule l'accélération, avec ça on trouve la nouvelle vitesse un instant plus tard. Avec cette nouvelle vitesse, on recalcule la force de frottement et on recommence. Ce diagramme le montre parfaitement. C'est une boucle qui se répète encore et encore. Vitesse, accélération, nouvelle vitesse, nouvelle accélération. En faisant ça des centaines de fois par seconde, un ordinateur peut nous dessiner la courbe de vitesse avec une précision incroyable, du début à la fin. Allez, assez de théorie. Voyons ce que ça donne en pratique. On va mettre tout ça à l'épreuve avec un exemple très concret. La chute d'un grêlon. Alors, voilà notre scénario. On a un grêlon, disons, de 13 grammes pour un diamètre de 3 centimètres. On imagine qu'il se forme à 1500 mètres d'altitude et qu'il est lâché sans vitesse de départ. La question est simple, que va-t-il lui arriver? Et voilà les calculs pour les premières secondes. Au temps zéro, vitesse nulle et accélération maximale 9,80. Mais regardez, une demi-seconde plus tard, la vitesse a augmenté, mais l'accélération a déjà un peu diminué. Encore une demi-seconde, la vitesse continue de grimper et l'accélération baisse encore. C'est exactement le mécanisme qu'on a décrit. Plus de vitesse, donc plus de frottement et donc moins d'accélération. Et si on laisse le calcul se poursuivre, voilà le graphique qu'on obtient. C'est magnifique, non? On voit la vitesse qui grimpe, puis qui se courbe doucement avant de s'aplatir complètement. Elle atteint un plateau, une vitesse constante, c'est sa vitesse limite. La simulation colle parfaitement à la théorie, c'est la physique en action. Et pour finir, une petite question pour la route. On a bien vu que la résistance de l'air, c'est la clé de toute cette histoire. Alors maintenant, imaginez qu'on puisse enlever tout l'air. On se retrouve dans le vide. Si on lâche en même temps, de la même hauteur, mettons, une boule de bowling et une plume, laquelle des deux va toucher le sol en premier? La réponse, c'est peut-être la plus belle démonstration du vrai visage de la gravité. Merci d'avoir suivi.